Heure de bonne santé, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore sur la télévision Heliostro et TV. Mesdames et messieurs, il le disait si bien que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. C'est bien Hippocrate qui le disait. Raison fondamentale, bien évidemment, qu'on aborde les assiettes ou alors les marmites cet après-midi, ce matin. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez dans cette émission Heure de ma santé. Il est encore avec nous, spécialiste en hygiène alimentaire, Monsieur Tobossi. Mathieu, bonjour. Merci encore d'être à ce plateau avec nous. C'est toujours un plaisir de passer chez vous et de servir la population. Merci, Monsieur Tobossi. Eh bien, des passages ont suscité des questions et beaucoup d'intérêt auprès de nos téléspectateurs au sujet des sujets, voilà, permettez la redondance, au sujet des sujets abordés, voilà, dans des différentes émissions. Je pense que le cœur de tout ceci, c'est notre santé et c'est fondamental. Il n'y a rien de plus cher que ça. Tout ce que nous pourrons disposer, si nous n'avons pas la santé, nous n'aurons rien à y faire. Nous avons évoqué le foie, nous avons évoqué les plastiques. Je ne sais pas si dans 2-3 minutes, vous pourrez revenir un peu sur ces deux sujets pour nos chers téléspectateurs. L'intérêt pour nous de prendre cela au sérieux. Merci beaucoup. On avait abordé le foie qui est un organe très capital pour le corps humain. C'est comme le chef d'orchestre des autres organes. C'est à ce niveau que se fait la plupart des analyses biochimiques que l'organisme fait, plus d'une centaine. C'est lui qui traite 90 litres de sang par heure. 90 litres de sang par heure. Donc imaginez combien de fois le sang humain passe dans le foie en une journée. C'est encore lui qui va stocker les vitamines, les nutriments que nous allons avoir de la digestion. C'est encore le foie qui va tirer aussi de la circulation sanguine tout ce qu'il y a comme toxines, tout ce qu'il y a comme substances agressives, que ce soit agressive de manière chimique et autres. C'est le foie qui va le faire. La plupart des hormones qui sont fabriquées dans l'organisme sont synthétisés, sont métabolisés au niveau du foie. Et les anticorps aussi qui vont nous défendre, qui vont assurer l'immunité. Également, le foie intervient. Donc, c'est un organe capital qui est au centre du métabolisme global du corps humain. Il arrive que ce foie soit surchargé par notre alimentation. Donc, lorsqu'on lui envoie beaucoup d'alcool, lorsqu'on lui envoie beaucoup de lipides, lorsqu'on lui envoie beaucoup de protéines, ou bien lorsqu'il est infecté par surtout les virus, ce sont les virus qui réussissent à lui tenir tête. Donc lorsqu'il est infecté par les virus, on va partir d'hépatite virale. Et là, il faut vraiment se lever très tôt pour éviter que le pire n'arrive, parce que ce sont des virus qui sont terribles, qui sont imprévisibles sur le foie et qui lui causent vraiment de... Alors, est-ce qu'il y a des virus qui ont vraiment des effets destructeurs véritables sur le foie, typiquement? Oui, le virus B, par exemple, le virus C, par exemple, il y a le virus Delta aussi, qui ne vient que lorsque B est là. Alors, parmi les deux premiers cités, le virus B et le virus C, nous avons le B qui est plus répandu chez nous ici en Afrique de l'Ouest, et notamment au Togo où on est déjà à au moins 14%. Et ça, c'est depuis 2014, avec des poches au nord du Togo qui sont jusqu'à 35 à 40% de la population qui se retrouve déjà infectée par ce virus-là. Comment on l'explique, cette proportion d'infection dans cette localité? C'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Avant, il n'y avait pas les chaînes satellitaires comme la vôtre. Donc tout ce qu'on disait, ça restait à Lomé. À Lomé seulement. Voilà, ça restait à Lomé. Il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore WhatsApp. Donc tout ce qu'on disait restait à Lomé sur les médias de Lomé et autres. Et puis ça ne le diffusait pas à l'intérieur. Parce qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Il faut se vacciner contre le virus B. Le virus C, lui, autre, il n'a pas de vaccin. Mais en dehors du vaccin, il y a un mode de vie qu'il faut adopter pour éviter la propagation, pour éviter d'abord la contamination et donc la propagation du virus. Donc toutes ces informations qu'on passait régulièrement, les sensibilisations qu'on faisait et autres, c'était localisé, voilà, localisé à Lomé. Mais depuis que les réseaux sociaux ont été élargis à ceux de l'intérieur, eh bien, les informations commencent maintenant à passer, et beaucoup de ceux qui viennent de l'intérieur arrivent à
passer l'information autour d'eux et le risque a commencé par baisser. Mais ceux qui étaient déjà infectés le sont déjà. Donc il va falloir que ceux-là se lèvent tôt pour éviter que ça ne se complique pour aller vers le cancer, pour aller vers la suite, pour aller vers la cirrhose, qui sont des phases où on ne peut plus rien faire malheureusement. Se lever tôt consiste à faire quoi? Il faut aller voir le soignant, lui signifier que vous avez l'hépatite. Ou bien, si vous avez des malaises digestifs réguliers et d'autres symptômes qui sont apparentés au paludisme, on vous traite le palu. Une semaine, 2 semaines, ça reprend encore. C'est toujours vous qui faites le palu tout le temps. Attention, il faut aller checker votre foie pour voir s'il n'est pas infecté, pour voir s'il n'est pas surchargé. Et là, on vous prend en charge, on vous fait le bilan. Si par mégarde, votre soignant oublie de vous faire un bilan dans lequel il y a le dépistage des hépatites, s'il oublie, rappelez-lui ça gentiment, il va vous faire le dépistage des hépatites et vous verrez si vous êtes infecté ou pas pour vous faire prendre en charge et aussi savoir manger pendant tout ce temps-là pour espérer sortir du risque qu'on court lorsqu'on a les hépatites. Très bien. C'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais très rapidement, est-ce que vous pourrez nous aider à avoir ce que les téléspectateurs cherchent maintenant? Qu'est-ce qu'il faut de façon pratique à la maison, chez soi, à prendre chaque matin par exemple, chaque midi peut-être par exemple, en matière d'alimentation ou en matière de grignotage pour pouvoir accompagner son foie? M. Tobosi, est-ce qu'il y en a? Il y en a. Il y en a. Et il faut déjà commencer par dire qu'il faut éviter tout de suite l'alcool. L'alcool est l'ennemi numéro 1 du foie. Tout de suite, il faut éviter. Si vous êtes infecté, si vous ne voulez pas avoir de problème de foie, il faut éviter l'alcool. Quel type d'alcool? Tout alcool. Même si c'est dosé à 1%, la boisson alcoolisée est à éviter pour préserver son foie. Mais il paraît qu'il y a de l'alcool dans toutes nos alimentations. Oui, l'organisme fabrique l'alcool dont il a besoin. Quand nous mangeons, il tire les ingrédients dont il a besoin pour fabriquer le taux d'alcool qu'il lui faut pour faire les différentes formes de métabolisme dont il a besoin pour ce qui a été mangé. Mais tout ce qu'on lui envoie de par notre boisson et autres, c'est du supplément, c'est du complément inutile pour lui. C'est de la surcharge. C'est de la surcharge. Il n'en a pas besoin. Il faut réduire les lipides, donc les huiles alimentaires, il faut les réduire, qu'elles soient végétales ou animales. Il faut les réduire carrément, surtout éviter celles qui sont animales, carrément. Il faut réduire la consommation de protéines carnées, surtout les viandes, et notamment les viandes rouges. Il faut les éviter carrément. Il faut éviter de consommer beaucoup de glucides, hein, donc beaucoup de manioc, beaucoup d'igname, ou bien la pâte de maïs dans laquelle il y a encore des coussettes de manioc. Il faut éviter ces genres d'alimentation-là pour ne pas surcharger le foie, pour lui laisser le temps de s'occuper du virus et non à la fois du virus et à la fois de la détoxification alimentaire. Il faut boire beaucoup d'eau, se reposer et ne pas faire d'activité physique intense. J'ai dit au début que 90 litres de sang passent dans le foie en 1 heure. S'il devient malade, infecté, et qu'il va s'occuper de l'élimination du virus, et vous allez encore au sport, faites encore des activités physiques intenses, vous lui demandez de traiter plus de 90 litres de sang. Il va s'épuiser rapidement, vous allez partir. Donc, alors, il arrive que le sport devienne aussi un handicap pour le foie? Si, le sport devient un handicap pour le foie. Et ça, beaucoup ne le savaient pas. C'est avec l'expérience et avec les études que nous avons fini par constater que le malade du foie, il doit réduire les activités physiques intenses pour permettre à son organe de pouvoir s'occuper véritablement et efficacement de la lutte antivirale. Et non faire 2 choses à la fois, 2, 3 choses à la fois. La lutte antivirale est là, la détoxification alimentaire est là, et d'autres fonctions qui sont encore là pour le foie. Donc il faut lui alléger les fonctions, c'est le seul organe. Il faut lui alléger les fonctions de par notre mode de vie, de par notre style de vie. Il faut aussi se reposer beaucoup. Hein? Les travaux intellectuels où on travaille du matin au soir, on est devant l'ordinateur, on est en train de réfléchir, de faire les calculs, de faire ceci, de faire cela. Il faut se donner du repos, donnant ainsi du repos aussi à l'organe à un moment donné, pour qu'il s'occupe toujours beaucoup plus de l'élimination du virus. Monsieur Tobosi, avant de finir avec cette parenthèse, la petite recette miracle qu'il faut pour le foie, vous pouvez nous en donner? Recette miracle, il n'y en a pas. Hein?
Il n'y en a pas. Pratiquement pas. Hein. Pratiquement pas, il n'y en a pas. Il y a plusieurs recettes qu'on utilise, mais une seule, miracle, non. Il faut s'habituer à prendre du thé de moringa, par exemple. Très bien. Du moringa avec Fiva Glass, Tigbe, oui, la citronnelle, voilà. Un peu de citronnelle, une poignée de feuilles fraîches de moringa, un peu de citron qu'on va couper en 4 tranches et mettre dans un gobelet ou bien un thermos. Vous chauffez de l'eau, mettez là-dessus et après 15-30 minutes, vous ouvrez ça pour que ça puisse se refroidir et vous commencez par boire cette solution-là. Vous faites ça régulièrement, chaque matin, vous faites ça. Vous allez commencer par aider le foie à se désengorger, à se détoxifier et à éliminer les toxines alimentaires que vous auriez eu à accumuler par l'alimentation, par la boisson et peut-être aussi par les médicaments. C'est cela. Maintenant, s'il faut faire la lutte contre le virus, alors là, il faut venir au cabinet. Et puis, on va vous mettre la thérapie qu'il faut. Vous allez éliminer vos virus, vous allez détoxifier le foie, vous allez vous porter très bien. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Vous allez leur dire que c'est en Afrique qu'on va traiter. Très bien. Merci, M. Tobossi. Eh bien, chers téléspectateurs, les contacts sont à l'écran pour plus d'approfondissement. Parce que c'est vital de toutes les façons, c'est très vital. On peut parler la politique, on peut parler culture, mais si on ne parle pas santé, tout est vanité, comme dirait quelqu'un. Il faut vivre pour faire la politique, il faut vivre pour faire de la culture. C'est hyper important. Prenons le temps de nous occuper de nous-mêmes en matière de santé. Monsieur Tobossi, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Eh bien, nous le disions tantôt, un aussi des dangers du foie, vous l'avez évoqué, hein, il fait partie des ennemis du foie, la viande saignante. Qu'est-ce qu'on entend par la viande saignante? Toute viande, de toutes les manières, est saignante, parce que le sang se trouve dans toutes sortes de viandes. Oui. Alors, quand vous parlez de viande saignante, à quoi voulez-vous faire allusion? Je ne sais pas si ma technique peut m'aider à avoir certaines images de viande saignante, mais de toutes les façons, nous connaissons tous ce qu'on appelle viande saignante. Monsieur Tobossi, qu'est-ce qu'on en sait? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de viande, c'est tout ce qui se trouve de comestible sur l'animal, sauf les os et le pelage. Donc ça fait la chair, ça fait le sang, ça fait les boyaux, donc les intestins, et ça fait les tripes. Il y a souvent du sang dans les intestins, c'est parce qu'on évite certaines fois le sang et puis on s'occupe des intestins quand même de l'animal. Les intestins sont dans l'animal qui a du sang, l'animal qui a une viande rouge. C'est beaucoup plus les viandes rouges. Très bien. Et non les viandes saignantes. Très bien, les viandes rouges. Puisque toutes les viandes sont saignantes. Donc c'est beaucoup plus les viandes rouges. Très bien. Donc tout ce qu'il y a sur l'animal, sauf les os et le pelage, constitue de la viande. En dehors des matières fécales qu'il faut éliminer des intestins, bien sûr. Alors, ces viandes-là, on en trouve de 3 catégories. Il y a les viandes blanches, qui ont une teneur en lipides faible, également une teneur en fer faible. Ce qui fait que leur viande, leur chair n'est pas très rouge. Elle est blanche, d'où l'appellation de viande blanche. Ça fait les volailles. Donc poulet, canard, pintade, dinde, lapin, donc tout ce qui peut avoir une chair claire tirant vers le blanc, ça fait de la viande blanche. Il y a les viandes noires. Là, ce sont les gibiers. Okay. Donc les animaux qu'on va chasser, si tu es en brousse et revenir, donc ça fait agouti, ça fait l'antilope, également. De toute façon, on connaît les viandes de brousse. Alors, toutes ces viandes-là ont un fort taux de fer, ce qui rend la chair noirâtre. Donc, ça fait 4 fois plus de fer que la viande blanche, par exemple. La viande noire fait 4 fois plus de fer que la viande blanche. Il y a la viande rouge, qui est l'autre catégorie, qui contient 2 fois plus de fer que la viande blanche et 2 fois moins que la viande noire. Donc, si on les catégorise, la viande noire vient en première position avec beaucoup plus de fer, la viande rouge vient et la viande blanche vient
avec moins de fer. Voilà. Cette viande, par exemple, qui est à l'écran, c'est une viande rouge. Vous voyez même déjà la texture est rouge. C'est presque saillant. C'est de la viande rouge. Il faut faire attention avec ce genre de viande-là, parce que le taux de fer qui est là, il y a une substance qu'on appelle la carnitine qui est en jeu, qui va provoquer beaucoup de dégâts. Alors, ces trois catégories de viande, il faut préférer la blanche. Les deux autres sont déjà hyper chargées en fer. Il faut préférer la blanche, d'où la volaille, ça fait le poulet, la poule, le lapin, la dinde et le veau, le petit de la vache. Okay. Donc le bœuf qui n'est pas encore très âgé, sa viande, elle est encore blanche. Il n'y a pas encore trop de myoglobine constituée dans cette chair-là. On peut la consommer. Le veau, hein? Oui, le veau. Alors, cette viande rouge qu'on est en train d'incriminer, c'est une viande qui a des points positifs aussi. Parce qu'elle est riche en protéines, elle est riche en fer, elle est riche également en d'autres substances, dont les vitamines, notamment la vitamine B12, qui sont des substances qui sont demandées par l'organisme pour pouvoir mieux fonctionner, pour pouvoir mieux supporter. Voilà. Lorsque nous allons en détail par rapport aux bienfaits de la viande, nous allons dire que la constitution de la viande rouge fait d'elle une denrée, hein, à ne pas négliger, ou bien à ne pas bannir de notre alimentation, parce que on a le rôle constructeur de la viande rouge qui intervient. La viande rouge a un rôle constructeur des cellules, des tissus, et également intervient aussi dans les hormones. Nous avons les acides aminés qui sont présents dans la viande rouge. Il y a 9 sur 20 qui sont présents dans la viande rouge. 9 acides aminés qui sont présents. Acides aminés essentiels, c'est-à-dire qui ne sont pas fabriqués par l'organisme lui-même, mais déjà disponibles dans la chair de la viande rouge. Donc, quand vous en consommez, vous avez ces acides aminés-là qui rentrent dans votre organisme. On a la vitamine B3. La vitamine B3, elle rentre dans la protection des cellules et aussi dans le métabolisme du cholestérol et aussi de l'énergie. Lorsque nous mangeons, l'énergie qui sera tirée de notre alimentation est sous l'effet de la vitamine B3. Donc, lorsque elle intervient, l'énergie est bien produite et stockée. On a la vitamine B12 qui intervient dans le patrimoine génétique. Si vous voulez que votre enfant, vous avez un projet d'enfantement et le temps prévu pour mettre la dame en état commence à s'approcher, commencez pas à manger de la viande rouge. Vous allez transmettre vos caractères à votre enfant. Si vous êtes beau, votre teint, votre intelligence, beaucoup de choses seront transmises à l'enfant à travers votre consommation de viande rouge. Monsieur Tobossi, revenez un peu sur ce point plus clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire que la vitamine B12, qui est en quantité dans la viande rouge, est une vitamine qui intervient dans la transmission du patrimoine génétique. Très bien. Et donc l'ADN que nous transmettons à nos enfants, qui porte nos traits, nos caractères, cet ADN-là est sous l'influence de la vitamine B12. Sa synthèse dépend aussi de la vitamine B12. Donc, il faut en consommer pour pouvoir transmettre les caractères à l'enfant qui va venir. Alors, qui veut se faire représenter doit consommer la viande rouge. B12. Voilà. Bon, ok. Vitamine B12 qui est présente dans la viande rouge. Dans la viande rouge. Bon, au moment voilà, de la fabrication de l'enfant. Voilà. La semaine d'avant ou la semaine lorsque on sait que en moyenne c'est 2 semaines après le début des menstrues que donc 14e jour en allant que l'ovulation se fait. Très bien. Et c'est le moment propice pour que la dame conçoive. Très bien. Alors, dès le début que madame vous signale que je commencerai mes menstrues, commencez pas à manger. Apprêtez-vous à brochettes, ceci.
commencez par manger de la protéine carnée. Vous allez charger votre semence en caractère typiquement votre, et ça va dépasser celui de la dame. L'enfant va porter plus vos caractères que celui de la dame. Très bien. Je pense que je dois reprendre cette partie très importante. Alors, chers frères, c'est à nous, hein, ce message, c'est important. Si vous vous aimez et vous trouvez que vous devez vous pérenniser sur la terre, vos caractères sont très importants, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes très beau, ok? Alors, vous êtes recherché sur la terre, vous-même vous le savez, vous avez de la valeur. Et vous voulez pérenniser cette valeur, qui vous êtes? Alors, précisez bien, observez bien le temps de votre femme, de votre partenaire, quand elle sera en ovulation. Prenez des dispositions en mangeant notamment la vitamine B12 qui se retrouve beaucoup plus dans les viandes rouges, même si par après nous allons décrier la viande rouge. Pour l'instant, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de nous représenter et donc d'avoir un enfant qui nous représente, comme ressemble tellement avec tous nos traits. Eh bien, vous avez la recette de toutes les façons. Vous ne me remerciez pas. Une autre recette pour agrémenter ce que vous avez dit, il y a la carotte. C'est ça. Ok. La carotte, elle est aussi transmettrice du patrimoine génétique. Du gène, hein? La carotte. Même si vous avez un teint qui n'est pas clair, vous êtes de teint noir, que ce soit monsieur ou madame, et donc naturellement vos enfants auront tendance à être de teint noir. Si vous voulez rectifier un peu ce tir-là, dès le début de la grossesse, que madame commence à manger de la carotte. Du premier jour jusqu'au dernier jour, au moins un bâton de carotte par jour, ou bien une boisson de carotte, ou bien du jus de carotte au quotidien. Quand l'enfant va sortir, vous reviendrez me remercier. N'est-ce pas? La peau sera clean. Elle sera aussi étincelante. L'enfant sera hyper intelligent, hyper actif. La carotte, c'est un légume avec lequel il ne faut pas blaguer. Mais on en voit sur les étalages des bonnes dames qui n'arrivent pas à en vendre. Si une dame vend de la carotte, elle passe devant vous, achetez ça. Toujours. Croquez toujours. Ce n'est pas l'apanage des riches. Hein. Non, carotte 200 à 100 francs, il faut en consommer. Ça apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Revenant sur la viande rouge, il y a le fer, qu'on appelle le fer héminique. C'est seulement dans la viande qu'on trouve ce genre de fer. Et c'est le fer le plus absorbé par l'organisme. Si on met le fer non héminique qu'on trouve dans les végétaux, le fer héminique passe en premier. Et c'est dans la viande qu'on trouve le fer héminique, notamment la viande rouge. Ce fer héminique va faire quoi? Il va permettre à entretenir le taux d'hémoglobine pour que l'anémie ne s'installe pas. Parce que c'est avec le fer associé à d'autres substances qu'on a l'hémoglobine. Et donc, on a un bon voilà. À l'écran, vous avez la viande rouge à gauche et la viande blanche à droite. Vous voyez? Donc, il faut préférer la viande blanche, même si la viande rouge contient certaines choses qu'on est en train de ressortir. Donc, ce fer héminique est beaucoup plus dans la viande rouge. C'est ça qui fait que la viande là a cette coloration est beaucoup plus rouge. Nous avons la richesse en zinc. Et le zinc, c'est la défense immunitaire. Qui parle de zinc, parle de défense immunitaire, parle aussi de fonctions reproductives bien affirmées. Et enfin, nous avons la richesse en sélénium. Le sélénium, lui, on sait que le système immunitaire aussi en fait usage. Alors, de tout ce qu'on a cité, on ne peut pas écarter la viande rouge de notre consommation. La viande rouge est là. On peut en consommer. Mais comment en consommer, on verra ça à la fin. Très bien. Alors, certains ont tendance à dire que la viande rouge en soi, c'est réservé à certaines catégories de groupes sanguins. Et donc, il est conseillé à certains groupes sanguins qu'on consomme beaucoup plus la viande rouge au détriment de la viande blanche. Bon, c'est des préjugés, selon moi. En fait, je ne suis pas un spécialiste. Qu'est-ce que vous répondez à ces idéologies? Je n'aime pas trop cette catégorisation des aliments par rapport au groupe sanguin. C'est un peu compliqué lorsque on est en ménage. Quand vous vivez seul, vous pouvez faire votre régime lié à votre groupe sanguin. Mais quand vous êtes au foyer, madame a un autre groupe, vous avez un autre groupe, votre enfant a peut-être aussi un autre groupe. Vous allez faire
trois cuisines ou bien trois repas différents à chaque fois que vous voulez manger, ce n'est pas évident. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore fondé un foyer, qu'on vit seul, on peut se permettre d'appliquer voilà, ces formules-là. Mais dès lors que vous vous mettez à deux, ça commence à devenir compliqué. Il faut savoir écarter certaines choses, réduire le sucre, réduire le sel, réduire l'alcool, réduire les lipides, et on va beaucoup mieux vivre. Très bien. À vous entendre, M. Togossi, on a l'impression qu'il y a plus est-ce que je dirais vertu, de bonnes choses en la viande rouge qu'on ne puisse la déconseiller? Ah non, il y a plus de dégâts. Très bien. Il y a plus de dangers à consommer de la viande rouge que les points positifs que je viens de citer. Très bien. Il y a eu une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne sur 472 377 personnes âgées de 40 à 70 ans. L'étude a duré 11 ans. On a vu qu'au bout de 11 ans, 12% de ces 472 000 personnes ont fait un cancer. Un cancer quelconque. 12%. Ça fait 556 000 sujets qui ont développé un cancer. C'était des sujets qui étaient accros à la viande rouge. Donc on les a répertoriés et on les suivait. On les a suivis pendant 11 ans. Et ils ont développé tous, à 12%, un cancer. Il a été dit que le risque global de cancer est inférieur à 2% lorsque vous mangez de la viande moins de 5 fois par semaine. Donc, la fréquence de consommation de la viande aussi est en jeu. Plus vous en consommez, plus le risque est élevé. Moins vous en consommez, vous diminuez aussi le risque. Cette même étude a montré que 10% de ceux qui mangeaient rien que du poisson ont moins de risque de cancer. Voilà. Chez 10% de ceux qui mangeaient rien que du poisson, on a vu que le risque de cancer est abaissé. Et chez les végétariens aussi, là, c'est 14%. Il y a aussi les végétaliens. Alors, la différence entre les deux, le végétarien, lui, il ne mange pas de viande, mais il peut manger des dérivés de viande tels que l'œuf et le lait. Ça, c'est le végétarien. Pourquoi lui ne mange pas la viande? Parce qu'on a tué l'animal. Donc, il est contre l'immolation de l'animal. Alors que le lait et l'œuf, c'est quand l'animal est vivant qu'il en produit. Très bien. Donc, eux autres, ils prennent ce qui est produit quand l'animal est vivant. Mais dès que l'animal est tué, le végétarien ne consomme pas. Il y a le végétalien qui ne consomme ni viande, ni œuf, ni lait. Il est purement végétal. Donc, rien que les légumes que lui prend. Alors, chez ceux-là, ils ont 14% plus de chances de ne pas faire de cancer. Parce qu'ils ne consomment pas de viande. Ni les dérivés de viande. Les dérivés de viande. Il y a le risque de développer le cancer de la prostate, qui augmente de 20% lorsqu'on consomme de la viande. Surtout la viande rouge. De la viande rouge, c'est ça? De 20%. Nous avons les acides gras qui sont aussi présents dans la graisse de viande rouge. Parce que vous ne pouvez pas tout le temps chercher à séparer la graisse de viande avant de consommer. Donc, lorsqu'on prépare ça et que c'est sous la peau de la viande, c'est entre les muscles, vous allez consommer ça avec la graisse. Cette graisse-là est riche, la graisse animale est riche en acide gras saturé. L'acide gras saturé va se déposer dans les vaisseaux sanguins. On parle de plaques d'athérome. Avec le temps, ça va commencer par réduire le passage du sang. Le cœur va chercher à forcer ce passage-là. Sur 1 mois, sur 2 mois, sur 1 an, vous allez développer l'hypertension artérielle par la viande que vous consommez. Vous allez développer l'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle le risque de cancer du côlon, qui est de 24% chez ceux qui mangent la viande rouge. Pourquoi est-ce que nos aïeux interdisent à ceux qui ont les troubles hémorroïdaires de ne plus manger de la viande? Mais ce sont des savants, nos aïeux. Ils savent que la viande
a un effet sur le gros intestin qu'on appelle le côlon, notamment au niveau du rectum. Ça fait dilater, ça porte atteinte à la structure, au sphincter qui est au niveau du rectum, qui se referme et qui s'ouvre pour aller à la toilette au besoin. Lorsque les vaisseaux sanguins du rectum sont dilatés, sont touchés, c'est en ce moment qu'on fait les crises hémorroïdaires. Lorsque ces vaisseaux sont rompus, c'est en ce moment qu'on saigne quand on va au WC, quand on fait les hémorroïdes. Et donc, plus vous mangez de la viande, plus vous allez faire les atteintes hémorroïdaires, vous allez développer les hémorroïdes, vous allez augmenter le risque de 24% de faire un cancer du côlon. Il y a une substance qu'on appelle, une protéine qu'on appelle la TMAO. C'est une protéine qui est fabriquée au niveau du gros intestin par les microbes qu'on appelle, dont l'ensemble constitue le microbiote ou bien la flore intestinale. Ce sont de bons microbes qui nous protègent, qui luttent contre les toxines, qui luttent contre les autres microbes pathogènes qui viennent de par l'alimentation. Alors, ces microbes bons qui sont au niveau du gros intestin, ils puisent la carnitine qui est dans la viande. La viande, on l'appelle aussi la chair carnée. C'est à cause de la carnitine. Alors, les microbes là puisent la carnitine et transforment ça en TMAO. Cette substance qu'on appelle TMAO augmente le risque de faire les maladies cardiovasculaires. Et donc, bonjour les AVC, bonjour les maladies de cœur, bonjour les maladies des vaisseaux sanguins. Toujours par la consommation de viande rouge. Parce que ça modifie le métabolisme du cholestérol et ça favorise le dépôt de ce cholestérol aussi au niveau des vaisseaux sanguins. Une consommation importante de viande rouge pendant un mois déjà d'affilée vous expose déjà à cette augmentation de carnitine et donc d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Des sujets, 900 sujets qui ont fait le cancer du côlon ont été sélectionnés et on a travaillé sur leur ADN. Ça a permis de voir qu'il y a une modification du patrimoine génétique de ceux qui mangent beaucoup de viande. C'est dangereux parce que si vous en consommez trop, j'ai dit tout à l'heure que si vous voulez en transmettre, il faut en consommer. Très bien. Mais si vous en consommez aussi trop, vous allez aussi faire modifier ça. On parle de alkylation. C'est le phénomène qui a été observé chez 900 sujets qui ont fait le cancer colorectal. Et on a vu que leur patrimoine génétique a été modifié à cause de la viande rouge qu'ils ont eu à consommer. Il y a une autre substance qu'on appelle les HAP ou bien les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça, c'est la cuisson à haute dose qui donne ça. Les brochettes, attention, c'est sur le feu, c'est sur le feu, c'est sur le feu, la braise est là, ça dure sur le feu, ça génère, la cuisson à haute dose, ça génère ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Lorsque on fait frire aussi la viande, à un moment donné, on va voir des débris noirs, comme du charbon, au fond de la marmite ou de la casserole. Ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces hydrocarbures-là sont cancérigènes, hautement cancérigènes. Donc, il faut faire attention lorsque vous voulez faire de la brochette, lorsque vous voulez faire frire la viande, il ne faut pas que ça dure trop au feu. Je préfère que fasse bouillir la viande d'abord. Avant de faire sa brochette. Là, la viande est pré-cuite et le feu de brochette ne fera que achever la cuisson. Au lieu de mettre la viande saillante sur le feu de brochette pour que ça dure jusqu'à ce que ça soit totalement cuit. Il faut pré-cuire la viande avant de passer à l'étape de brochette. Là, vous allez réduire le temps de contact avec le feu. Il y a un autre facteur de risque, c'est au niveau du diabète de type 2. Ce diabète de type 2, ce n'est pas l'alimentation qu'on a, où l'organisme n'arrive plus à assimiler le glucose ou bien le taux de sucre qui vient dans l'organisme.
il y a le risque qui est de 30% chez ceux qui mangent de la viande. Diabète de type 2, j'ai déjà parlé de l'hypertension artérielle et de l'AVC. Ouais. Et pour le cancer, on en a parlé. Le diabète de type 2, il y a un risque de 30% de le développer. Même si vous ne mangez pas de sucre, vous pouvez développer le diabète de type 2. 30% de risque de le développer. Il y a ce qu'on appelle les maladies coronariennes. Il y a l'artère coronaire qui apporte le sang du cœur au cerveau. Cette artère-là va commencer par se rétrécir. C'est ça qu'on appelle la maladie coronarienne. Et ce faisant, il y aura moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments pour le cerveau. Votre cerveau va commencer par être défaillant. Vous allez commencer par ne plus avoir la mémoire, ne plus être bien cognitif, bien réactif. Et un beau jour, vous allez développer les maladies neurologiques. Vous allez commencer par aller chez le neurologue. On va commencer par vous mettre les traitements par rapport à ces maladies-là. L'Alzheimer est là. Le Parkinson est là. Donc, ce sont des maladies qui peuvent aussi être obtenues à travers l'alimentation qu'on est en train de faire par la viande rouge. Eh bien, généralement, il a dit, en tout cas, merci M. Tobossi pour ces révélations. Il a dit qu'il suffit tout simplement de bien cuire, vous l'avez dit tantôt, mais de bien bouillir aussi la viande rouge pour éviter ces éventuels accidents que vous venez d'énumérer. Qu'en dites-vous? C'est mieux de les bouillir que de les faire frire. Alors, lorsqu'on veut faire frire la viande, la chair va subir un bain d'huile. Alors qu'on a déjà dit que l'huile aussi, les lipides aussi, ont les dégâts qu'ils causent. Donc, vous serez peut-être en train d'éviter la graisse animale. Et on vous a vendu la partie qui ne contient pas de graisse. Mais arrivé à la maison, vous avez noyé la viande là, dans l'huile. Qu'est-ce que vous avez évité là-bas? Qu'est-ce que vous avez retrouvé ici? C'est toujours le lipide qui est incriminé. Donc, plus la viande est bouillie, ou bien elle est portée à la grillade, c'est mieux que de la viande frite. La viande frite augmente encore les risques cardiovasculaires. La viande bouillie, la viande braisée, elle est mieux. Mais avant de la braiser, il faut d'abord la bouillir. Avant de la braiser. Là, vous réduisez le temps de contact avec le feu. Et donc, les hydrocarbures aromatiques polycycliques vont être aussi réduits. Voilà. Très bien. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de choisir? Ne plus en manger carrément? Ou alors en manger pour ceux qui veulent se faire représenter, la manger à la période indiquée. Oui, voilà. Et voilà. Et puis, ceux qui veulent quand même consommer, la bouillir de temps à autre, avant d'en faire usage, qu'est-ce qu'il faut préconiser? Si vous allez manger de la viande rouge, il faut diversifier ça avec d'autres types de viande ou bien d'autres sources de protéines. C'est ça. Si vous consommez de la viande rouge lundi, mardi, allez au poulet, ou bien au lapin, ou bien au canard qui est de la viande blanche le reste de la semaine, ou bien mercredi, jeudi, vendredi, et le week-end, vous êtes en train de manger de la protéine d'origine végétale. Là, ça fait de la diversification, et ce qui n'a pas été retrouvé dans la première catégorie de viande, on en trouve dans la deuxième catégorie, ou bien dans la catégorie 3 qui est la protéine végétale. Alors, quel substitut de viande rouge on peut utiliser? D'abord, les substituts peuvent être d'origine animale, tout comme d'origine végétale. Ça, il faut déjà retenir ça. Alors, que ce soit végétal ou animal, ils doivent remplir certaines conditions. Ces substituts doivent être riches en protéines, riches en fer, en vitamines et en zinc. Ça fait 4 choses. Protéines, fer, vitamines et zinc. Dans quel type de source, ou bien quelle source de protéines animales va nous apporter tout ce qu'on vient de citer? Très bien, oui. Nous avons les poissons, les
les chairs de poisson, qui sont riches aussi en protéines, qui vont nous apporter aussi de bonnes graisses, l'oméga 3. C'est dans la chair de poisson, c'est dans l'huile de poisson qu'on trouve ça. Et c'est très bon pour le cœur, très bon pour le cerveau. Donc, le poisson est valablement peut remplacer la viande rouge. Nous avons les viandes blanches qui peuvent aussi substituer la viande rouge. Nous avons les œufs de poule, pas en omelette, parce que là c'est déjà trempé dans l'huile. Voilà. Donc, œufs de poule, œufs de canard, œufs de caille, œufs d'Inde, œufs d'autruche, mais que ça soit de l'œuf bouilli, asinada. On peut utiliser du fromage de lait de vache, ou bien mangache. Voilà. Ce genre de fromage est conseillé. C'est aussi une protéine d'origine animale. On peut utiliser le yaourt, qui est fait souvent avec du lait. L'essentiel est que ce soit du lait d'origine animale. Voilà. Pas le lait synthétique qu'on voit au laboratoire. On peut aussi utiliser du fromage blanc, qui est du fromage gras, qu'on prend pour tartiner le pain et consommer. Les fruits de mer, ce sont aussi des protéines d'origine animale. Ça fait le crabe, ça fait les coquillettes, ça fait la crevette, ça fait les petits poissons. Ce sont des sources de protéines d'origine animale. Mais il y a aussi les protéines d'origine végétale. Là, en première option, nous avons le niébé, qu'on appelle haricot faussement. Donc notre veille là, c'est une grande source de protéines. Vous parlez du VI azo même. Azo même. Vous avez le nom. Azo même. C'est parce qu'il y a beaucoup d'azote. Voilà, que nous appelons azo. C'est une bonne source de protéines. Si vous ne voulez pas manger de viande, vous pouvez utiliser valablement du VI à table pour remplacer votre viande et être à l'aise et être sûr d'avoir consommé de la protéine végétale. Vous avez les fromages de soja, si c'est bien fait, en brochette. Donc ça fait un peu de soja, un peu d'oignon, un peu de tomate, un peu de soja encore, et puis on alterne les ingrédients. C'est très bon. C'est une bonne source de protéines aussi. Et au niveau des niébés, on a dit, il y a l'haricot rouge, l'haricot blanc, le cassoulet, et le voanjou, ou bien les dérivés de ces haricots-là. Ça fait gaou, ça fait bemberegou, ça fait petit gaou. Tout ça, c'est de bonnes sources de protéines végétales. Vous avez le moringa, qui fournit beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments. Vous avez la spiruline, qui fournit aussi ces principes que je viens de citer pour le moringa. Vous avez le semoule, qui fournit aussi. Vous avez aussi les noix, donc arachide, graines d'arachide torréfiées, c'est très bon. Et noix d'acajou aussi, acajou ou bien cajou, oui, noix de cajou, c'est très bon aussi. Vous avez aussi le sésame, c'est très bon aussi. Pour l'arachide grillé, il y a sa vertu. Vous savez que l'arachide est aphrodisiaque. Bon, vous m'apprenez, en fait. Vous nous apprenez. L'arachide a une vertu, a une substance qui fait dilater, qui fait ouvrir les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins au niveau de la cage génitale masculine. Si bien que quand vous en consommez peu de temps, ou bien en préparation à un acte intime, vous allez faire la différence par rapport au jour où vous n'avez pas consommé. Je n'ai pas dit d'aller consommer un gobelet d'arachide. Pour augmenter la performance. Juste une poignée d'arachide grillé que vous consommez, vous aurez le résultat lors de l'acte. Ça va faire venir du sang de qualité. Et ce sang va rester longtemps. Ça va vous permettre aussi de durer le temps qu'il faut. Vous avez le champignon mouton qu'on peut préparer et consommer en place de viande rouge. Maintenant, il y a des légumes, feuilles qui contiennent aussi des protéines. Donc, on appelle le goma,
ça fait la laitue, ça fait les choux. Voilà les substituts de viande qu'on peut aussi utiliser. Très bien. Merci, M. Tobossi. Je crois que cette émission a été riche en recettes miracles et aussi à des petits secrets. Des petits secrets. Merci énormément. Je crois que les téléspectateurs, vous en avez pris note également. Et les contacts qui sont à l'écran sont à vous, à votre entière disposition pour d'éventuelles questions, d'éventuels éclaircissements sur des points qui vous semblent intéressant. Monsieur Tobossi, un mot pour la fin, notre temps nous a carrément eu. Merci, nous allons quand même revenir sur certains détails au sujet de la viande rouge. Voilà. La viande rouge n'est pas à extirper de notre alimentation. Elle est riche, elle a ses vertus, mais de la même manière, elle a son côté négatif. Et son côté négatif provient de la consommation régulière et abusive. Donc, vous réduisez la fréquence de consommation, vous réduisez aussi la quantité consommée. Il ne faut pas aller s'asseoir et manger demi-kilo de viande avec une boulette de 50 francs, 100 francs de pâtes ou bien d'arpent. Non. Il ne faut pas abuser de la consommation. Il ne faut pas manger de la viande seule jusqu'à se rassasier. Les gens le font. Ils s'asseyent, il y a la bière à côté, et c'est la viande seule qu'ils vont manger jusqu'à se rassasier. C'est dangereux. Vous avez envoyé rien que de la carnitine qui est hautement dangereux pour le système cardiovasculaire. Vous avez envoyé rien que des ingrédients que l'organisme va utiliser pour faire installer la prolifération des tissus et donc des cancers. Donc il faut savoir consommer la viande. Il ne faut pas totalement l'extirper. Il faut l'alterner et varier votre source de protéines. Il faut alterner et varier votre source de protéines. Donc ça va faire que vous allez réduire maintenant le risque cancérigène, le risque d'accident vasculaire, le risque de diabète, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Alors, Monsieur Tobossi, merci d'avoir partagé ce temps précieux avec nous, chers téléspectateurs. Nous voici donc arrivés à la fin de ce nouveau numéro également. Heure de ma santé, c'est véritablement l'heure de ma santé sur la télévision Helios True TV. Restez avec nous. Eh bien, nos émissions sont désormais diffusées en streaming et aussi sur notre site internet heliosinfo.site. Vous aurez tous les détails concernant toutes les rubriques, toutes les émissions que vous voulez retrouver. Restez toujours avec nous. À très bientôt. C'était donc Monsieur Mathieu Tobossi, spécialiste en hygiène alimentaire. À très bientôt, Monsieur Tobossi. À bientôt.